La pluie s'abattait sur les ruelles pavées de Barcelone comme un verdict divin, et Aurélie, trempée jusqu'aux os, frappa à la porte de Marion avec une violence qui fit trembler le bois ancien. « Ouvre-moi, Marion. Je sais que tu es là, et je sais ce que tu as fait, hurla-t-elle, sa voix se brisant contre le tonnerre qui grondait au loin. La porte s'entr'ouvrit enfin, révélant le visage pâle de Marion, ses yeux rougis par les larmes, et dans cet instant suspendu, Aurélie comprit que leur monde venait de basculer pour toujours. Le vent salé de la Méditerranée fouettait encore les cheveux d'Aurélie lorsqu'elle avait fui l'appartement du quartier gothique, un sac jeté à l'épaule, le cœur battant la chamade. C'était une nuit doux étouffante, de celle où Barcelone respire le jasmin et le regret, où les touristes ivres dansent sur les Ramblas sans se douter des drames qui se nouent dans l'ombre des bâtiments haussmanniens. Aurélie avait 28 ans, une Française exilée en Catalogne pour peindre les ombres fugaces de la ville, ses toiles imprégnées de cette lumière âpre qui rendait Gaudí fou. Elle avait rencontré Marion 3 mois plus tôt, lors d'une exposition clandestine dans un ancien couvent transformé en galerie, où les œuvres d'Aurélie des nus féminins entrelacés dans des tourbillons de bleu et d'ocre avaient captivé l'écrivaine. Marion, 30 ans, originaire de Toulouse mais installée à Barcelone pour fuir ses propres fantômes, avait approché Aurélie avec un verre de cava à la main, murmurant « Tes tableaux me rappellent que l'amour est une tempête qu'on ne peut peindre qu'avec des larmes. » Depuis, leur histoire s'était tissée comme une tapisserie catalane, faite de rires volés dans les cafés de Gracia, de promenades main dans la main le long du Passec de Gracia, où les modernistes avaient sculpté la pierre pour défier le ciel. Marion, avec ses cheveux noirs coupés courts et son sourire en coin qui trahissait une vulnérabilité infinie, écrivait des nouvelles sombres sur des amours interdites, publiées dans des revues parisiennes qui laissaient planer l'ombre d'un succès imminent. Aurélie, aux yeux verts perçants et à la peau claire constellée de taches de rousseur, trouvait en elle une muse vivante, une femme qui transformait chaque caresse en vers inachevé. Elle partageait un petit appartement au cœur du Born, avec vue sur la cathédrale Santa Maria del Mar, où les cloches sonnaient lors des confessions tardives. Les nuits étaient un feu d'artifice, corps enlacés sous des draps de lin froissés, murmures en français mêlés à des jurons catalans, et cette certitude fragile que l'amour, enfin, avait trouvé son port. Mais ce soir-là, tout avait commencé par une invitation anodine. « Viens dormir chez moi, Aurélie. J'ai besoin de toi », avait texté Marion en fin d'après-midi, alors qu'Aurélie terminait une toile dans son atelier exigu, les doigts tachés de vermillon. Aurélie avait souri, imaginant déjà le vin rouge et les confessions au clair de lune filtrant par les volets mi-clos. Elle avait enfilé une robe légère, vaporisé un nuage de jasmin sur sa nuque, et s'était précipitée dans la nuit barcelonaise, ignorant le frisson d'appréhension qui lui pinçait l'estomac. La porte de l'appartement de Marion, dans une ruelle oubliée près de la Plaza Royale, s'était ouverte sur un silence oppressant. Pas de musique de Buena Vista Social Club en fond, pas de bougies allumées sur la table basse. Seulement Marion, adossée au mur, un verre de whisky à la main, les yeux fuyants. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» avait demandé Aurélie, posant son sac et tendant les bras. Marion l'avait attiré contre elle, un baiser fiévreux qui goûtait le sel des larmes contenues. Elles avaient fait l'amour sur le tapis persan usé, avec une urgence qui masquait mal la tempête intérieure de Marion. Aurélie s'était abandonnée, croyant que c'était juste une de ces nuits où l'écriture avait rongé l'âme de sa bien-aimée. Mais au petit matin, alors que le soleil catalan perçait les rideaux, Aurélie s'était réveillée seule dans le lit défait. Un bruit de sanglots étouffés l'avait tirée du sommeil. Elle s'était levée, pieds nus sur le carrelage froid, et avait suivi le son jusqu'au salon. Là, Marion était assise par terre, entourée de feuilles froissées couvertes d'une écriture rageuse. Devant elle, sur la table basse, un téléphone allumé affichait un message « Je rentre ce soir. Pardonne-moi, ma chérie. C'était une erreur. » Signé, Isabelle. Le cœur d'Aurélie s'était arrêté. Isabelle. L'ex de Marion, cette professeure parisienne aux courbes généreuses et au rire tonitruant, qu'elle avait cru reléguée aux archives d'un passé douloureux. Marion avait juré, lors de leur première nuit, que c'était fini, que Barcelone était un nouveau chapitre. « C'est rien, Aurélie. Juste une amie qui s'inquiète, balbutia Marion en levant les yeux, le visage ravagé par la culpabilité. Mais Aurélie savait. Elle avait vu les textos cachés, les nuits où Marion disparaissait, pour écrire. La fureur l'avait submergée comme une vague du Levant. Elle avait attrapé son manteau, claquant la porte derrière elle, courant sous la pluie qui s'était mise à tomber,
drue et impitoyable. Les rues de Barcelone, d'habitude si vivantes, se muèrent en labyrinthe de trahison. Elle erra des heures, le téléphone muet, jusqu'à ce que la rage cède la place à un vide abyssal. Comment avait-elle pu être si naïve? Aurélie, qui peignait les passions avec une précision chirurgicale, avait-elle vraiment cru que l'amour échappait aux ombres? De retour devant la porte de Marion, des heures plus tard, la confrontation fut un ouragan. « Tu m'as menti. »« Depuis quand ?»« Depuis notre premier baiser, » hurla Aurélie, les poings serrés. Marion s'effondra à genoux, les mots se bousculant comme une prière brisée. C'était une faiblesse, Aurélie. Isabelle est revenue à Barcelone pour une conférence, et on a bu, on a parlé, et ça a dérapé. Mais je t'aime toi. Seulement toi. Les aveux se déversèrent, les rendez-vous secrets dans un bar du Raval, les nuits volées où Marion se sentait déchirée entre le passé et l'avenir. Aurélie écouta, le cœur en lambeaux, se rappelant leur promenade sur la plage de Barceloneta, où Marion lui avait confié ses peurs d'enfant, une mère absente, un père distant, et cette soif d'amour qui la consumait. Pourtant, la douleur était trop vive. Aurélie tourna les talons, s'enfuyant dans la nuit pluvieuse, ignorant les appels désespérés de Marion. Elle trouva refuge chez une amie artiste, dans un loft du Poblenou, où elle noya son chagrin dans du gin tonic et des croquis rageurs. Les jours suivants furent un brouillard, toiles abandonnées, nuit blanche hantée par l'odeur de Marion, un mélange de lavande et d'encre. Barcelone, avec ses mosaïques éclatantes et ses ruelles sombres, devint un décor hostile, un rappel constant de la perte. Mais le destin, ce farceur catalan, avait d'autres plans. Une semaine plus tard, lors d'une lecture publique dans une librairie du quartier El Raval, Aurélie croisa à nouveau le chemin de Marion. L'écrivaine y présentait son dernier recueil, Ombre d'amour, dédié. Aurélie le découvrit en feuilletant le programme à Une muse aux yeux verts qui m'a appris à peindre avec des mots. Le choc fut électrique. Assise au fond de la salle bondée, Aurélie observa Marion monter sur l'estrade, sa voix tremblante lisant un extrait. Dans les ruelles de Barcelone, j'ai trouvé une femme qui m'a appris que l'amour n'est pas une possession, mais un feu qu'on allume ensemble, au risque de se brûler. Les mots d'Aurélie, transposés en prose, la frappèrent comme une révélation. Était-ce une déclaration? Une manipulation? Après la lecture, leurs regards se croisèrent dans la foule. Marion s'approcha, hésitante, un verre de vin à la main. « Je ne pensais pas te voir ici, » murmura-t-elle. Aurélie, la gorge serrée, répondit, « Tes mots. Ils sont miens. » Pourquoi? Marion baissa les yeux, les larmes perlant. « Parce que tu m'as changé, Aurélie. » Isabelle était un fantôme, un réflexe. Toi, tu es la vie. Elles parlèrent des heures, assises sur un banc sous les arcades de la Rambla del Raval, la ville bruissante autour d'elles comme un cœur distant. Marion avoua tout, la peur de l'engagement, héritée d'une enfance brisée, la tentation d'Isabelle comme un écho du passé, et surtout, l'amour fou pour Aurélie, qui l'avait terrifiée par son intensité. Le pardon ne vint pas d'un coup, comme dans les romans à l'eau de rose. Il se construisit en strates, comme les couches de peinture sur une toile. Elles recommencèrent lentement, un café timide au café de l'Académia, une promenade au parc Güell où les mosaïques de Gaudí semblaient murmurer des promesses. Aurélie peignit Marion dans la lumière du matin, capturant la courbe vulnérable de son cou, les ombres sous ses yeux qui racontaient des nuits d'insomnie. Marion écrivit une nouvelle pour Aurélie, La pluie de Barcelone, où deux amantes se retrouvaient sous l'orage, lavées de leurs péchés. Pourtant, le doute persistait, une épine dans le cœur. Un soir, lors d'une fête dans une masia aux abords de la ville, Aurélie surprit Marion en conversation animée avec Isabelle, revenue pour une visite prolongée. Le rire de l'ex résonna comme un glas. Furieuse, Aurélie s'enfuit à nouveau, cette fois vers la Costa Brava, louant une petite maison isolée près de Tossa de Mar, où les falaises plongeaient dans la mer turquoise. Là, seule avec ses pinceaux et la mer infinie, elle affronta ses démons, sa propre peur de l'abandon, forgée dans une famille française rigide où l'amour était un devoir, non une flamme. Marion la rejoignit 2 jours plus tard, le visage marqué par la route et l'angoisse. « Laisse-moi t'expliquer, » implora-t-elle, agenouillée sur le sable encore chaud. C'était une confrontation finale, un catharsis sous les étoiles. Isabelle n'était qu'une amie désormais,
un chapitre clos, la vraie trahison était celle de Marion envers elle-même, refusant d'embrasser pleinement cet amour lesbien qui la définissait. « Je t'ai trahi parce que j'avais peur d'être entière avec toi », confessa-t-elle, la voix brisée. Aurélie, les larmes coulant, la releva doucement. « Alors soyons entières ensemble. » Leur réconciliation fut un feu doux, consumant les restes de la douleur. Elles passèrent des jours à Tossa, marchant pieds nus sur les criques cachées, partageant des pique-niques de jamon et de fromage manchego, riant des mouettes qui volaient en rase-motte. Aurélie acheva une série de toiles inspirées de Marion, Amour catalane, exposée plus tard à la Fundació Joan Miró, où elles se tinrent la main devant une foule admirative. Marion publia un roman, Sous la pluie de Méditerranée, un hymne à leur histoire, qui remporta le prix Goncourt des lycéens, un triomphe qui les lia encore plus. Des mois passèrent, et Barcelone redevint leur sanctuaire. Elles adoptèrent un chat errant, un félin noir aux yeux d'or qu'elles nommèrent Gaudi, et transformèrent l'appartement en un nid d'art et de mots. Les nuits étaient paisibles désormais, entrecoupées de passions renouvelées, où chaque caresse était une promesse. Un soir d'automne, sur la plage de la Barceloneta, alors que le soleil se couchait en feu sur la mer, Marion s'agenouilla non pour implorer, mais pour offrir un anneau d'argent gravé d'un vers de Verlaine, « Il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville ». Aurélie, émue aux larmes, accepta, scellant leur union dans un baiser salé par la mer. Leur amour, forgé dans la trahison et la pluie, devint un témoignage humaniste. L'amour lesbien n'est pas une exception, mais une force qui guérit les fractures du monde. À Barcelone, ville de passion et de secrets, Aurélie et Marion apprirent que la vraie romance est une danse avec l'orage imprévisible, mais éternel. Et sous le ciel étoilé de Catalogne, elles marchèrent main dans la main, prêtes à affronter les vents futurs, ensemble. Mais l'histoire d'Aurélie et Marion ne s'achevait pas sur cette plage idyllique. Les ombres du passé, comme les brumes matinales de la Méditerranée, avaient la fâcheuse habitude de ressurgir. 8 mois après leur réconciliation, alors que l'hiver catalan enveloppait Barcelone d'une fraîcheur humide, un courrier inattendu arriva à l'appartement du Born. Marion le décacheta distraitement, alors qu'Aurélie mélangeait des pigments dans la cuisine, transformant le petit déjeuner en une palette vivante de fraises et de yaourt. La lettre, rédigée d'une main élégante sur papier crème parfumé à la lavande, provenait d'Isabelle. « Ma chère Marion, je rentre à Paris, mais avant, je dois te voir. Il y a quelque chose que tu dois savoir. Pour nous toutes. » Le cœur de Marion se serra. Isabelle, cette femme aux cheveux auburn cascadant comme une chute d'eau, aux lèvres pleines qui avait jadis murmuré des promesses dans les cafés parisiens, représentait non seulement une trahison, mais un chapitre inachevé de sa vie. À 25 ans, Marion avait fui Toulouse pour Paris, cherchant dans les lumières de la capitale un amour qui comblerait le vide laissé par une mère partie trop tôt. Isabelle avait été sa première grande passion, une professeure d'histoire de l'art, charismatique et possessive, qui l'avait initiée aux joies charnelles et aux tourments de la jalousie. Leur rupture, 2 ans plus tôt, avait été un ouragan accusation d'infidélité, nuit blanche, et enfin, un silence radio qui avait permis à Marion de respirer à nouveau à Barcelone. Pourtant, la curiosité l'emporta. Sans en parler à Aurélie, qui partait ce jour-là pour une résidence d'artiste à Sitges, Marion se rendit au rendez-vous fixé dans un bar discret du quartier de l'Eixample, où les néo-modernistes veillaient sur des terrasses ombragées. Isabelle était là, plus belle que jamais, dans une robe rouge qui soulignait ses courbes généreuses, un verre de vermin à la main. « Tu n'as pas changé, dit-elle avec un sourire en coin, mais ses yeux trahissaient une fatigue profonde. Elles parlèrent d'abord de banalité, le nouveau livre de Marion, les expositions d'Aurélie, la vie parisienne qui continuait sans elle. Puis Isabelle posa sa main sur celle de Marion, un geste qui fit remonter des souvenirs interdits. « Je suis enceinte », annonça-t-elle simplement, comme si c'était une évidence. Marion cligna des yeux, stupéfaite. Isabelle, ouvertement lesbienne, avait toujours clamé son rejet des hommes. C'est d'un donneur anonyme, via une clinique à Madrid. J'ai décidé de le garder, seul. Mais j'ai besoin de ton aide. Financièrement, moralement. Et je sais que tu m'as remplacé. Les mots d'Isabelle étaient un mélange de vulnérabilité et de manipulation subtile. Marion, touchée par cette révélation, une vie naissante, un espoir fragile promit son soutien. Elles s'embrassèrent sur la joue, un geste platonique qui se prolongea un instant de trop, éveillant en Marion un tourbillon de culpabilité.
De retour chez elle, l'appartement vide résonnait de l'absence d'Aurélie. Marion s'assit à son bureau, face à la machine à écrire vintage qui crachait ses nouvelles comme des confessions. Elle écrivit des pages fiévreuses sur la maternité impossible, sur les amours qui se muent en chaîne. Mais le secret pesait, un poison lent. Quand Aurélie revint de Sitges, les bras chargés de coquillages et d'idées pour de nouvelles toiles, Marion l'accueillit avec un baiser passionné, masquant son trouble. « Tu m'as manqué » murmura-t-elle, et c'était vrai. Pourtant, les nuits suivantes, elle se réveillait en sueur, hantée par le fantôme d'Isabelle et la promesse qu'elle avait faite. Le conflit couva comme un feu sous la braise. Aurélie, intuitive comme une artiste, perçut les changements, les regards fuyants de Marion, ses absences prolongées, pour écrire au café, les textos effacés à la hâte. Une dispute éclata un soir de novembre, sous une pluie fine qui tambourinait contre les vitraux de l'appartement. « Qu'est-ce que tu me caches encore » lança Aurélie, jetant son pinceau sur la toile inachevée, éclaboussant le sol de bleu nuit. Marion craqua, les mots se déversant comme un torrent, la lettre, la grossesse, la demande d'aide. « Je ne l'aime plus, Aurélie. Mais c'est une amie, une sœur presque. Comment pouvais-je refuser ?» Aurélie sentit le monde vaciller. La trahison n'était plus charnelle, mais émotionnelle, un lien invisible qui la reléguait au second plan. « Toujours Isabelle. Toujours ce fantôme entre nous » hurla-t-elle, les larmes coulant sur ses joues constellées de taches de rousseur. Elle s'enfuit dans la nuit, marchant sans but jusqu'au port olympique, où les lumières des yachts dansaient sur l'eau noire. Là, assise sur un banc mouillé, elle pleura pour toutes les femmes qu'elle avait aimées en secret, pour sa propre mère qui n'avait jamais compris son orientation, pour cette ville étrangère qui promettait la liberté mais délivrait des chaînes. Marion, dévastée, la chercha des heures, le téléphone sonnant dans le vide. Elle la trouva enfin, recroquevillée sous un auvent, trempée et frissonnante. « Pardonne-moi » supplia-t-elle, s'agenouillant dans une flaque. « Je vais rompre tout contact avec Isabelle. C'est toi ma famille. » Elles rentrèrent en silence, se blottissant sous les couvertures comme deux naufragés. Cette nuit-là, leur amour se réinventa dans la tendresse, caresse lente, murmure d'excuses, et une promesse solennelle de transparence. Pourtant, le destin, capricieux comme un vent de Mistral, ne les laissa pas en paix. Quelques semaines plus tard, Isabelle fit une fausse couche. La nouvelle arriva par un appel larmoyant à minuit, brisant le sommeil fragile de Marion. « J'ai besoin de toi » sanglota Isabelle. Contre l'avis d'Aurélie, qui craignait une rechute, Marion vola à Paris pour une semaine, offrant son épaule à Lex. Aurélie, seule à Barcelone, sombra dans une mélancolie créative, ses toiles devinrent plus sombres, imprégnées de gris et de violet, explorant les thèmes de l'abandon et de la résilience féminine. Elle exposa seule à la galerie KBR, où une critique du Monde écrivit « Aurélie capture l'âme lesbienne de Barcelone, un cri muet d'amour et de perte ». Marion revint changée, plus mûre, les yeux cernés par le chagrin d'Isabelle, mais renforcée dans son amour pour Aurélie. C'était un adieu définitif, confia-t-elle lors d'une promenade au Montjuic, où les jardins en terrasse offraient une vue panoramique sur la ville illuminée. Elles parlèrent longuement de l'avenir, envisager une thérapie de couple avec une conseillère LGBT locale, voyager ensemble en Andalousie pour renouer avec la sensualité espagnole. Leur intimité se raviva, plus profonde, nourrie par les épreuves. Marion écrivit un essai sur la sororité queer, dédié à Aurélie, qui devint un manifeste lu dans les cercles parisiens. Le printemps arriva, fleuri de bougainvilliers roses le long des avenues. Aurélie et Marion organisèrent une petite cérémonie privée sur la plage de Bogatelle, avec des amies artistes et écrivaines, échangeant des vœux sous un arc de fleurs sauvages. « Dans cette ville de passion volée, je choisis de te voler le cœur pour toujours » jura Marion, glissant l'anneau au doigt d'Aurélie. La nuit, sous les étoiles, elles firent l'amour avec une ferveur renouvelée, le bruit des vagues rythmant leur union. Mais la vie, dans sa cruauté humaniste, réservait encore une épreuve. Un diagnostic tomba comme un coup près, Aurélie apprit qu'elle était atteinte d'une endométriose avancée, une maladie qui rendait la maternité improbable. Le choc les unit plus que jamais. Marion, qui avait toujours rêvé d'enfant, ravala sa déception pour soutenir sa compagne à travers les traitements douloureux. Elles adoptèrent un chiot, une boule de poil catalane nommée Miro, et transformèrent leur douleur en art, un projet commun,
un livre illustré où les nouvelles de Marion dialoguaient avec les peintures d'Aurélie, explorant la famille choisie dans le monde queer. À l'été, lors d'un festival littéraire à Sitges, leur œuvre fut acclamée. Debout sur scène, main dans la main, elles déclarèrent « L'amour lesbien est une révolution douce, il guérit ce que la société brise ». Isabelle, guérie de sa perte, leur envoya une lettre de félicitations, un geste de closure qui scella la paix. Aurélie et Marion, enfin libres, dansèrent jusqu'à l'aube sur la plage, leurs corps enlacés dans la brise marine, prouvant que l'amour, après la trahison, pouvait renaître plus fort, comme un phénix catalan. L'automne suivant apporta avec lui une quiétude trompeuse, comme ces jours ensoleillés de la Toussaint où Barcelone se pare de feuilles ocre et de mélancolie douce. Aurélie et Marion avaient ritualisé leur routine, matin paresseux où Aurélie esquissait des portraits de Marion endormie, après-midi dédié à l'écriture dans des cafés enfumés du gothique, soirée où elle cuisinait des paellas végétariennes en écoutant du flamenco revisité par Rosalia. Leur appartement, jadis un chaos d'œuvres inachevées, était devenu un havre, murs tapissés de toiles, étagères ployées sous les livres, et un balcon où le chat Gaudi ronronnait sous les guirlandes lumineuses. Pourtant, sous cette surface lisse, des fissures invisibles se formaient. Aurélie, absorbée par une commande majeure, une fresque pour un centre culturel LGBT de Madrid, se repliait sur elle-même, s'énuyantait par des migraines liées à son endométriose. Marion, de son côté, luttait contre le syndrome de l'imposteur. Son roman Sous la pluie avait été nominé pour le prix Renaudot, mais les critiques parisiennes, aigres comme du citron vert, la accusaient de sentimentalisme exacerbé. Il ne voit pas que c'est vrai, se lamentait-elle un soir, un verre de Tempranillo à la main, les yeux fixés sur les lumières de la Sagrada Familia au loin. Le point de rupture survint lors d'une visite impromptue de la famille de Marion. Sa sœur cadette, Élise, une avocate toulousaine hétérosexuelle et conventionnelle, débarqua sans prévenir, accompagnée de son mari et de leur bébé braillard. Maman s'inquiète, Marion. Tu vis en concubinage avec une femme, à l'étranger. C'est pas une vie, lança Élise dès le seuil, son ton paternaliste heurtant comme un coup de fouet. Marion, prise au dépourvu, défendit son choix avec ferveur, mais Aurélie, sentant la tension, s'éclipsa dans l'atelier. Le dîner fut un champ de mine, Élise disséquait leur relation comme un dossier judiciaire, questionnant l'absence d'enfants, la stabilité de leur union. L'amour, c'est plus que des passions fugaces, trancha-t-elle, ignorant les regards assassins de Marion. La nuit, après le départ tumultueux d'Élise, la dispute éclata. Pourquoi tu ne dis rien? Pourquoi tu les laisses nous juger? Explosa Aurélie, sa voix montant dans les aigus. Marion, épuisée, craqua, parce que j'ai encore peur. Peur de les perdre, peur que notre amour soit vu comme un caprice. Et toi, avec tes silences, tu me fais douter. Les mots blessants fusèrent, Aurélie accusa Marion de tiédeur, Marion reprocha à Aurélie son détachement artistique. Elles dormirent dos à dos, le lit un océan de froid. Le lendemain, Aurélie fit ses valises. J'ai besoin d'espace. Je vais à Madrid pour la fresque. Seule. Marion, le cœur en berne, ne la retint pas. Les adieux furent brefs, un baiser chaste sur le quai de la gare San, où le train AVE filait vers le sud comme une échappatoire. À Madrid, Aurélie se noya dans le travail, la fresque, un mur géant représentant des silhouettes féminines entrelacées dans des motifs inspirés de Velázquez et de la movida madrilena, devint son exutoire. La ville, avec ses plazas animés et ses tapas arrosés de sangria, lui offrit une bouffée d'air, des flirts innocents dans des bars du Malazana, des nuits solitaires où elle appelait Marion en pleurs. Marion, abandonnée à Barcelone, sombra dans une dépression rampante. Elle annula des interviews, relégua son manuscrit inachevé, erra dans les rues comme un fantôme. Une nuit, ivre de solitude, elle contacta Isabelle non pour raviver la flamme, mais pour un conseil amical. « Laisse-la partir si c'est ce qu'elle veut, lui dit l'ex, sa voix apaisée par la distance. L'amour queer, c'est apprendre à lâcher prise. » Ces mots, bienveillants, firent tilt. Marion réalisa que sa peur de l'abandon la poussait à étouffer Aurélie, à transformer leur relation en cage dorée. Elle prit le train pour Madrid, le cœur battant. Arrivée à l'aube, elle trouva Aurélie sur le chantier de la fresque, couverte de poussière ocre, les cheveux noués en chignon négligé. « Je suis venue pour te dire que j'ai tort, lança Marion, essoufflée. Notre amour n'est pas parfait, mais il est nôtre.
Et je refuse de le laisser au juge famille ou société. Aurélie, les yeux rougis par la fatigue, la serra contre elle, la peinture tachant sa chemise. J'ai eu peur aussi. Peur que tu regrettes. Elles passèrent la journée à peindre ensemble, Marion tenant l'échelle, Aurélie traçant des lignes fluides qui capturaient leur essence de femme, forte et fragile, dansant au bord du précipice. Le soir, dans un petit appartement loué près du Retiro, elles se réconcilièrent corps et âme. « Promets-moi qu'on affrontera tout ensemble, murmura Aurélie, ses doigts traçant des arabesques sur la peau de Marion. Toujours, répondit-elle, scellant le pacte d'un baiser profond. De retour à Barcelone, elles décidèrent de changements radicaux. Marion coupa les ponts avec Élise pour un temps, écrivant une lettre ouverte sur l'homophobie internalisée, publiée dans Libération. Aurélie lança un atelier d'art queer gratuit dans le Raval, où des jeunes femmes venaient partager leurs histoires à travers la peinture. Leur couple devint un pilier de la communauté, invitation à des panels sur la visibilité lesbienne, collaboration avec des cinéastes catalanes pour un court-métrage inspiré de leur vie. L'hiver passa en douceur, ponctué de joie simple, Noël sous les lumières de la Plaça Catalunya, où elles s'offrirent mutuellement des carnets vierges, un pour les croquis d'Aurélie, l'autre pour les poèmes de Marion. Mais la vraie épreuve vint au printemps, le prix Renaudot fut décerné à une autre, et Marion, dévastée, douta de son talent. Aurélie l'emmena en escapade à Cadaqués, village de Dale, où les criques rocheuses inspiraient la surréalité. « Ton écriture est ton super-pouvoir, lui dit-elle, alors qu'elle nageait nue dans l'eau froide. Elle guérit, elle libère. » Inspirée, Marion acheva son second roman, Fresque d'ombre, un récit entrelacé de leur histoire, qui toucha un public international. L'été les trouva plus unis que jamais. Lors de la Pride de Barcelone, elles défilèrent en tête d'une flotte artistique, Aurélie brandissant une toile géante de deux amantes enlacées, Marion lisant des extraits de son livre à la foule en liesse. La nuit, dans les rues festives du Exemple, elles dansèrent jusqu'au bout de la fatigue, leurs corps pressés l'un contre l'autre au rythme de la techno-queer. « Nous sommes la révolution », chuchota Marion, ses lèvres contre l'oreille d'Aurélie. Pourtant, la vie réservait une surprise douce amère. Aurélie, après un traitement expérimental, apprit qu'une adoption était envisageable. Elles entamèrent les démarches, imaginant une famille recomposée, peut-être une petite fille aux yeux verts, élevée dans l'amour sans frontières. Leur histoire, tissée de trahisons guéries et de passions ravivées, devint un beacon pour d'autres, un rappel que l'amour lesbien, dans sa cas dramatique et sa tendresse infinie, est le plus humaniste des arts. L'année s'acheva sur une note de plénitude, mais comme tout automne catalan, elle portait en elle les germes d'un renouveau. Aurélie et Marion, désormais inséparables dans leur vulnérabilité partagée, décidèrent de sceller leur engagement d'une manière plus formelle, un PACS, ce contrat civil français qui, même à Barcelone, symbolisait une alliance durable. La cérémonie eut lieu dans un petit office notarial du quartier de Sarria, entouré d'un cercle restreint d'amis des poétesses toulousaines, des peintres madrilènes, et même Élise, qui, après une lettre d'excuses larmoyante, avait commencé à questionner ses préjugés. « Je suis fière de toi, grande sœur », murmura-t-elle en serrant Marion dans ses bras, un geste qui lava des années de rancœur. La lune de miel fut un périple andalou, Grenade d'abord, où elles errèrent dans l'Alhambra au crépuscule, les fontaines murmurant des sérénades mauresques tandis que leurs mains s'entremêlaient. Ici, l'amour était interdit, et pourtant éternel, nota Marion dans son journal, inspiré par les jardins secrets où les sultanes se rencontraient en cachette. Puis Séville, avec ses patios fleuris et ses flamencos enflammés, elles assistèrent à un spectacle dans un tableau enfumé, où une danseuse aux yeux noirs captura leur essence passion tourmentée, grâce résiliente. Aurélie esquissa frénétiquement, capturant les volutes de jupe rouge comme des flammes d'amour interdit. De retour à Barcelone, la routine reprit, enrichie par l'attente. Les démarches d'adoption avançaient, entretien avec des assistantes sociales bienveillantes, formation sur la parentalité queer, et des nuits où elle rêvait à voix haute d'une enfant nommée Luna, parce qu'elle éclairerait nos ombres. Mais le chemin fut semé d'embûches, un refus initial dû à des paperasses franco-espagnoles, des doutes sur leur stabilité malgré les épreuves surmontées. « Ils ne voient pas qu'on est forgé dans le feu », ragea Aurélie lors d'une session de thérapie, où leur conseillère, une lesbienne catalane aux cheveux gris et au rire contagieux, les encouragea, « Votre histoire est votre force. Racontez-la. » Marion transforma cette frustration en prose,
une série d'articles pour une revue queer européenne, Famille Arc-en-Ciel, où elles dépeignaient leur parcours comme un manifeste. Les retours furent un baume, lettres de lectrices touchées, invitations à des conférences à Lisbonne et Amsterdam. Aurélie, de son côté, lança une exposition itinérante, Amours invisibles, voyageant de Barcelone à Paris, où s'étoilent des portraits de couples lesbiens anonymes, inspirés de leur vie firent scandale et triomphe. Lors du vernissage au Marais, elles se tinrent la main sous les flashs, un baiser discret défiant les murmures homophobes d'un critique traditionnaliste. L'hiver apporta une joie inattendue, l'approbation finale pour l'adoption. Luna, une fillette de 4 ans aux boucles noires et aux yeux curieux, arrivée d'un orphelinat andalou, entra dans leur vie comme un rayon de soleil. Les premiers mois furent un chaos tendre, nuits hachées par des cauchemars, journées remplies de jeux avec Gaudi le chat et Miro le chien, rire dans la cuisine où Aurélie peignait des fresques murales pour la chambre de Luna des fées catalanes et des princesses guerrières. Marion lisait des contes revisités, où les héroïnes s'aimaient sans prince charmant, instillant dès le berceau l'idée que l'amour est pluriel. Mais la parentalité révéla de nouvelles failles. Aurélie, épuisée par les soins et son endométriose persistante, se sentit parfois submergée, doutant de sa capacité maternelle. « Et si je ne suis pas assez ?» confia-t-elle un soir, alors que Luna dormait enfin. Marion, elle-même luttant contre l'anxiété post-adoption, la serra fort. « Nous ne sommes pas parfaites, mais nous sommes ensemble. C'est ça, l'humanisme de notre amour. » Elles consultèrent à nouveau leur thérapeute, apprenant à déléguer babysité queer, crèches inclusives et à chérir les moments volés, un café rapide main dans la main, un baiser volé pendant la sieste de Luna. Le printemps fleurit avec une nouvelle épreuve, la mort de la mère de Marion, emportée par un cancer fulgurant à Toulouse. Le retour en France fut un pèlerinage douloureux, funérailles pluvieuses dans la Garonne, conciliation familiale tendue où Élise, enfin alliée, défendit leur choix de vie. « Maman t'aimait, Marion, même si elle ne le disait pas, » murmura-t-elle, tendant une vieille photo, une jeune Marion, petite fille aux cheveux noirs, serrant une poupée contre elle. De retour à Barcelone, Marion pleura des jours, écrivant un hommage funèbre qui devint un best-seller, Lettre à une mère absente, un plaidoyer pour la réconciliation queer familiale. Aurélie soutint, peignant un portrait de la mère inconnue d'après les descriptions, une femme aux traits doux, les yeux de Marion, symbolisant le pardon. Luna, intuitive, apporta sa touche, un dessin maladroit de 3 silhouettes tenant des mains, maman Aurélie, maman Marion, et moi. Ce geste enfantin guérit plus que des mots. L'été les trouva en harmonie. Elles partirent en vacances à la Costa Brava, dans la maison de Tossa où leur amour s'était réconcilié. Luna construisait des châteaux de sable, riant aux éclaboussures des vagues, tandis qu'Aurélie et Marion, assises sur les rochers, se remémoraient leur histoire. De la pluie de trahison à ce soleil de famille, murmura Marion, sa tête sur l'épaule d'Aurélie. Et demain, demanda cette dernière. Demain, on continue d'écrire notre roman. Leur vie devint un témoignage vivant, conférence sur la parentalité lesbienne, un podcast collaboratif où elles partageaient leurs hauts et bas, inspirant des milliers. Lors de la Pride suivante, Luna, juchée sur les épaules de Marion, agita un drapeau arc-en-ciel, symbole d'un avenir inclusif. Aurélie exposa une toile monumentale, la famille catalane, 3 figures enlacées sous un ciel pluvieux qui s'éclaircit, capturant l'essence de leur voyage dramatique, émotion brute, romance éternelle, humanisme profond. Ainsi, dans les ruelles de Barcelone, Aurélie et Marion prouvèrent que l'amour, après les tempêtes, fleurit en jardin secret. Leur histoire, un roman vivant de 4000 mots et plus, rappela que dans un monde souvent hostile, l'amour lesbien est une lumière fragile, mais indomptable.